Effectivement, c'est l'année de la mer, hein, puisque le président de la République a souhaité que la troisième conférence de l'ONU sur l'océan ait lieu donc en juin à Nice, et donc pour organiser, puisqu'il faut qu'il y ait deux pays avec le Costa Rica, mais comme c'est à Nice, c'est effectivement la France qui est plus la manette, ce qui n'est pas facile. On entend un certain nombre de sujets émerger et on mesure les difficultés. Donc j'espère que ce sera un bel événement parce que ça permettra de sensibiliser de nos concitoyens au fait que l'océan est quand même absolument indispensable par rapport à ce que nous vivons. Et donc il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience, même les gens qui habitent loin de l'océan. Alors, il y a eu une COP qui a eu lieu en 2015, hein, la COP 21 pour le climat à Paris. Et à cette occasion, le monde de l'océanographie s'est dit, mais on ne peut pas laisser passer cet événement. On parle du climat, on ne parle pas de l'océan. Le mot océan n'apparaissait jamais dans les documents du GIEC. Et donc, il y a eu une mobilisation des gens qui travaillent dans le domaine de l'océanographie en disant, il faut qu'on se fasse entendre parce qu'en réalité, la machine climatique, elle est réglée par l'océan. Donc, il faut que l'océan apparaisse. Et il y a eu création donc de la plateforme Océan et Climat, qui a fait un travail de lobbying absolument extraordinaire. C'était assez décourageant, je ne vous le cache pas, parce qu'on arrivait au fait que le mot océan soit inclus dans le préambule de la COP 21, et puis le lendemain il disparaissait. Enfin, vous connaissez ces négociations internationales, c'est difficile. Bon, finalement, l'océan est arrivé, et puis ça a permis de déclencher un certain nombre de choses, notamment derrière, il y a eu un rapport spécial du GIEC sur océan et cryosphère, qui a été vraiment quelque chose de très important. Et là, euh, les gens qui avaient fait ce document se sont dit, mais au fait, un document de plus de 1000 pages, c'est indigeste. Bon, il y a bien un résumé pour les décideurs, mais c'est quand même plus d'une trentaine de pages. Pour la presse, ça ne colle pas vraiment. Si on demandait à la plateforme Océan et Climat d'en faire un digest, je veux dire, quelque chose qui soit compréhensible par le public, par les journalistes. Et donc, la plateforme Océan et Climat a vraiment travaillé, et ça a été, je pense, relativement un point de départ quand même d'un certain nombre de choses. Et donc, quand on voit qui constitue la plateforme Océan et Climat, hein, on a le monde de l'océanographie française, hein, que ce soit les OED, que ce soit tout ce qui est institutionnel de type CNRS, AFD, des gens qui travaillent, mais également beaucoup d'ONG qui sont engagées pour essayer de faire avancer les choses. Bon, c'est sympathique ces échanges et ça permet effectivement d'avoir des documents qui soient équilibrés, compréhensibles pour le public. Alors, quand Bernard m'a demandé d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire ce matin, évidemment, moi j'ai eu tendance à me tourner vers la plateforme sur le climat. Et donc, c'est Anaïs Léprez qui va vous présenter l'état de la situation actuelle, et puis ça permettra d'avoir des débats derrière. Alors, Anaïs Léprez est la directrice de la mobilisation et de la communication donc, pour la plateforme sur le climat. Donc, mobilisation, ben, on souhaite tous que cette mobilisation apporte quelque chose. Et puis la communication, ben, maintenant, c'est essentiel. Donc, merci à Anaïs de porter ce lourd fardeau. Alors, pourquoi Anaïs est arrivée à la plateforme Océan et Climat? Ben, c'est parce qu'elle est totalement passionnée par les interactions entre l'océan, le climat et la biodiversité. Bon, c'est rien de le dire, mais c'est important. Et puis, bon, la problématique aussi de la multidisciplinarité de la communauté océan. Et donc, elle anime le réseau de la plateforme Océan et Climat et elle diffuse l'expertise des membres du réseau auprès des décideurs et auprès du grand public. Hein. Donc, il y a des plaidoyers notamment qui sont faits. Bon, elle coordonne également la mission de diffusion des connaissances de la POC. J'ai la chance d'en faire partie, ce qui fait qu'on travaille assez régulièrement ensemble, ce qui permet de récupérer les éléments que les scientifiques produisent. Et moi, j'aime bien l'image du sablier. Donc, on récupère, on mouline et on distribue, on rend le sablier vers le public et vers un certain nombre de décideurs. Donc, on a conçu un certain nombre d'outils de sensibilisation sur ces trois thèmes, océan, climat, biodiversité. Au départ, c'était vraiment océan, climat. Puis là, on a intégré biodiversité qui semble
incontournable, on ne peut pas le sortir. Et donc, évidemment, pour une réunion humanité biodiversité, ça tombe beaucoup mieux. Bon, je vais laisser la parole à Naïs, et puis on aura, suite à la présentation, un temps d'échange où j'espère qu'il y aura plein de questions auxquelles on essaiera de répondre. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir participer à cette journée aujourd'hui. Ça fait un certain nombre d'années qu'on a des échanges avec Humanité et Biodiversité et en fait on fait partie du même écosystème. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs et d'objectifs qui sont partagés. Donc je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et comme l'a dit Michel, en effet on est dans une année un peu particulière puisque année nationale de la mer. Donc, on est très content au sein de la communauté Océan que, au niveau national, ce soit enfin une thématique de laquelle le président et les différents ministères se soient saisis. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif de ma présentation, ça va être de faire un petit peu un tour d'horizon sur pourquoi l'océan, rappeler un petit peu le rôle de l'océan dans les équilibres climatiques, environnementaux, pour les sociétés humaines, pour ensuite progressivement aller vers cette conférence des Nations Unies sur l'océan et comprendre pourquoi cette conférence, comment est-ce que ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on en attend. Donc voilà, je vais du coup commencer. Je commence rapidement et je vais aller vite là-dessus parce que Michel a déjà bien introduit pour vous présenter la plateforme Océan et Climat. Donc voilà, comme Michel l'a précisé, créée avant la COP21 par une coalition spontanée d'acteurs pour faire cette tâche qui paraît très simple et qui pourtant ne l'est pas vraiment, intégrer le mot océan dans le préambule de l'accord de Paris. Ça a commencé par du plaidoyer, de la sensibilisation, de la mobilisation collective et surtout par une poignée d'acteurs un peu fous, puisqu'ils n'avaient à l'époque pas de moyens, à part cette identité commune qu'ils ont décidé de créer, et ils ont mis leurs forces en commun. Et voilà, tout ça avec le soutien de la COP UNESCO, ce qui a aidé bien sûr à commencer avec un ancrage institutionnel assez fort. Et comme le disait Michel, voilà, le premier message, c'était un océan en bonne santé, un climat protégé. Aujourd'hui, on affirme plus le mot biodiversité dans notre communication, mais évidemment, l'océan, c'est avant tout le plus grand écosystème sur Terre. Donc la biodiversité a toujours été au cœur de notre action également, même si la première zone d'intervention, ça a été en effet la Convention climat. Et voilà, là je vous montre rapidement la composition du réseau. Aujourd'hui, on a 110 organisations membres, donc des associations et des ONG, des fondations, des aquariums et des musées, des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, quelques entreprises et représentants du secteur privé et tout ce qui est collectivités, services de l'État et organisations internationales. Donc voilà, on a une répartition à peu près 60% de... Ah, est-ce que là, ça va mieux? Ok, super. 60% à peu près d'organisations francophones et à peu près 40% d'organisations dans différents pays du monde. Voilà, donc là, on va pouvoir commencer à s'attaquer un peu au cœur du sujet. Donc, comme le disait Michel, l'océan, longtemps absent, une communauté qui a mis du temps à se structurer et souvent l'océan loin des yeux, loin du cœur. Donc, tout le monde aime y aller, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il avait une visibilité d'un point de vue politique et même qu'il était vraiment enseigné ou connu pour son rôle plus que pour son aspect récréatif, y compris dans les programmes scolaires. Donc quelques chiffres clés pour rappeler un petit peu ce rôle de l'océan, on peut le dire, dans les équilibres planétaires, puisque on en est à ce stade-là. Donc c'est quand même 71% de la surface de la Terre, c'est pas rien. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai découvert en commençant à travailler aux côtés de la plateforme. J'avais pas conscience de cette proportion qui est quand même assez importante. Le plus grand écosystème de la planète, qui abrite environ 80% de la biodiversité mondiale, bien qu'il y a encore beaucoup d'espèces qu'on ne connaisse pas dans l'océan, donc peut-être même que ce chiffre pourrait augmenter. Au niveau de la régulation des cycles naturels, il régule le cycle du carbone, donc près de 30% du CO2 d'origine anthropique capté par l'océan depuis les débuts de la révolution industrielle. Mais c'est aussi un réservoir de chaleur, puisqu'il absorbe 90% de l'excès de chaleur dû aux activités humaines et qu'il redistribue la chaleur à travers les courants marins aux quatre coins du monde, ce qui évidemment a tout un tas d'effets sur le climat, la météo et sur les différents biomes qu'on peut trouver sur la planète.
C'est aussi plus de 50% de l'oxygène disponible, notamment produit par le phytoplancton. Et l'océan, par tous ces aspects-là, régule également le cycle des nutriments. On dit souvent que la vie a commencé dans l'océan. Donc voilà, très important pour toutes ces raisons-là. Et c'est aussi quand on voit des chiffres comme ça qu'on comprend l'importance de traiter l'océan directement en corrélation avec les enjeux environnementaux et climatiques. Ça ne fait pas vraiment sens de l'isoler de ces questions-là, ni parler de climat ou de biodiversité sans aborder les enjeux océans. Et au niveau de la stabilité environnementale également, puisque c'est un rôle au niveau de la qualité de l'air, des sols, de l'eau, avec voilà, une filtration de certains polluants, de particules, une régulation de l'acidité, etc. Là, j'ai mis des petits visuels qu'on a produits avec un média qui s'appelle Tilt, qui est un média de l'AFD qui s'adresse aux 15-25 ans pour justement expliquer tout ça. Et c'était un peu une première pour ce média-là de s'intéresser à ce sujet. Donc voilà, ça fait partie des petits contenus de diffusion des connaissances qu'on produit aussi au sein de la plateforme. Au niveau des sociétés humaines, l'océan évidemment joue un rôle clé. Donc pour l'alimentation et la santé en premier lieu, puisque voilà, les ressources aquatiques, ça représente quand même 20% de l'apport journalier en protéines pour plus de 3 milliards de personnes dans le monde. C'est quelque chose qui ne nous parle pas forcément, nous, en France métropolitaine, mais il y a beaucoup de populations sur la planète qui dépendent directement des ressources issues de l'océan pour leur survie et leur bonne santé. Il y a aussi un potentiel qui est assez méconnu mais assez immense des écosystèmes marins en termes de recherche médicale. Donc c'est aussi tout un pan de la recherche, de la découverte de comment fonctionnent ces écosystèmes marins qui est très important de continuer. Et du coup, évidemment, la préservation de la biodiversité est très liée puisque prendre le risque de détruire des espèces qui pourraient apporter des solutions pour les humains, ça serait quand même problématique. Comme je le disais, au niveau de la santé aussi mentale et psychologique, les environnements marins, ça favorise le bien-être. On a tous eu, je pense, dans nos vies, la chance d'aller à un moment au bord de l'eau et tous pu voir l'effet qu'être au bord de l'océan pouvait jouer sur notre bien-être. Et c'est pas pour rien qu'autant de personnes veulent aller sur la côte pendant leurs vacances. Donc, et ça joue aussi dans l'aspect voilà, culturel et l'aspect santé. L'océan, certains de ces écosystèmes en tout cas, offrent aussi certaines solutions directes d'adaptation. On pense par exemple aux récifs coralliens. Certains d'entre eux peuvent absorber jusqu'à 97% de l'énergie des vagues. Donc ça fonctionne comme des espèces de barrières naturelles pour freiner certains impacts. Et du coup, il y a ce rôle bien que l'océan puisse avoir des impacts sur la côte, on a aussi des écosystèmes qui viennent permettre de freiner ça. Et on voit encore l'importance du coup de protéger certains écosystèmes emblématiques pour la vie dans l'eau, mais aussi la vie sur Terre. Et au niveau de l'économie et des emplois, évidemment, l'océan, ça génère énormément d'emplois, environ 200 millions qui dépendent directement de l'océan pour leur fonctionnement, notamment voilà, le secteur de la pêche, du tourisme, le transport maritime. On dit souvent, bon voilà, c'est plus une formule, je pense, de communication, quelque chose de vraiment avéré, mais que si l'océan était un pays, ça serait le 7e PIB au monde. Donc, selon l'OCDE, on voit que l'océan contribue directement entre 1500 et 3 milliards de dollars par an par rapport au PIB mondial, donc ça n'est quand même pas rien. Et pareil, un chiffre assez illustrant, nos marchandises transitent par voie maritime pour 80% d'entre elles. Donc c'est aussi très important au niveau des échanges, du commerce mondial. Donc on l'a vu, l'océan très utile pour la vie sur Terre, pour nous les êtres humains, mais l'océan qui souffre également de multiples impacts. On parle d'impacts combinés entre ceux du changement climatique et des activités humaines. Donc là, c'est quelque chose qu'on a développé avec Michel et d'autres membres de la plateforme Océan et Climat, justement quand on s'est intéressé à ce rapport Océan et Cryosphère du GIEC. On s'est demandé comment est-ce qu'on peut restituer les différents impacts du changement climatique sur l'océan et dérouler un petit peu ce fil. Et donc on voit que sur le cercle là que vous pouvez voir à gauche de l'image, que les premières causes d'impact du changement climatique sur l'océan, c'est évidemment les augmentations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'augmentation des températures qui y sont liées. Tout ça, ça a toute une série de conséquences. Donc en premier lieu, des conséquences physico-chimiques.
On peut mentionner l'acidification de l'océan, qui s'est largement accélérée ces dernières décennies et qui pose de vraies problématiques, notamment pour certains écosystèmes qui ne peinent à se développer dans un environnement où l'eau devient trop acide. L'augmentation des températures, ça a également de nombreux impacts. La diminution de la banquise, la fonte des glaces et des glaciers, qui a aussi des impacts sur l'élévation du niveau de la mer. L'élargissement des zones faiblement oxygénées, ce qui freine également le développement, voire la possibilité pour la vie marine de vivre dans certaines zones. Ça a des impacts encore mal maîtrisés, mais qu'on peut déjà témoigner sur les courants marins. Et c'est encore difficile de savoir quelles vont être les conséquences de la modification de ces courants. Et évidemment, enfin évidemment, c'est pas forcément évident, mais tout ça a aussi des impacts sur la fréquence et l'intensité des événements extrêmes. Et malheureusement, c'est des choses qu'on peut déjà témoigner à notre échelle, puisque ces dernières années, que ce soit en France métropolitaine ou dans nos outre-mer, on a pu voir quand même une intensification d'un certain nombre d'événements extrêmes et surtout que ces événements se passent aux quatre coins du monde, donc pas que sur les côtes. Évidemment, tout ça est un grand ensemble, mais ça, je ne vous l'apprends pas, puisque on est ici chez des professionnels de la biodiversité, donc pas besoin de s'étendre sur ce sujet. Et évidemment, également des conséquences directes sur les écosystèmes, donc certains écosystèmes très importants qui vont avoir leur fonctionnement altéré, et notamment tous les services écosystémiques qu'ils apportent aux humains et à la biodiversité de manière globale. Le réchauffement de l'océan et les modifications des conditions, ça fait aussi que certaines espèces vont se déplacer, ce qui va avoir des conséquences sur les chaînes alimentaires, mais aussi du coup sur les capacités de certaines populations à pêcher, par exemple, certaines espèces. Des impacts aussi sur voilà, les communautés de poissons, sur leur fonctionnement physiologique, certains écosystèmes qui sont détruits, le cycle du carbone évidemment qui est également impacté, et globalement une modification et des conséquences sur la biomasse et sur la chaîne alimentaire. Et évidemment, tout ça a des conséquences socio-économiques, puisque nous, l'humain, arrivons un petit peu en bout de course de tous ces éléments-là, que ce soit certaines pertes de rendement pour certains secteurs, certaines pertes de territoire dues aux impacts des événements extrêmes, à l'élévation du niveau de la mer, et tout un tas d'impacts aussi directs sur les inégalités, sur la santé, sur la sécurité alimentaire, etc. Donc on voit que tout ça est très lié, et ça nous tient à cœur à la plateforme de toujours dérouler un peu de cette manière-là les changements de conditions dans l'océan. Je veux dire, ça a des impacts en cascade et on est concerné, même quand on vit dans les terres, même quand on vit à des centaines de kilomètres des côtes, on est concerné par toutes ces modifications. Rapidement également, les activités humaines qui viennent s'ajouter à ces impacts climatiques. Donc voilà, j'en ai mentionné quelques-uns ici, même si on a malheureusement plus que ça. La surpêche, avec plus d'un tiers des stocks qui sont actuellement surexploités. Les grands prédateurs marins qui ont aussi un rôle environnemental très, très important, et qui ont, voilà, dont certaines populations ont décliné de 70% en 50 ans, ce qui est assez dramatique. Les pollutions, que ce soit plastiques, atmosphériques ou chimiques, qui ont des impacts, évidemment. On parle souvent du plastique, mais il y en a d'autres. J'ai trouvé ce chiffre que je trouve vraiment terrifiant, 11 millions de tonnes de plastique déversées chaque année dans l'océan. Voilà, je veux dire, c'est pas rien. Évidemment, l'artificialisation et la destruction des habitats, les mangroves, les récifs coralliens, et comme on l'a vu avant, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et les pollutions chimiques et agricoles, donc également certaines pollutions qui arrivent à terre et qui ont directement des impacts sur les estuaires et sur les littoraux, et notamment sur la désoxygénation dans certains cas. Et voilà, un autre chiffre illustrant, aujourd'hui, seuls 8% de l'océan est actuellement couvert par un régime de protection. Donc on voit que quand on parle d'air protégé, il y a encore beaucoup de travail à faire du point de vue de l'océan. Ici encore quelque chose sur lequel on a travaillé ensemble avec Michel et notre groupe de travail sur la diffusion des connaissances. Je voulais donner cet exemple de la pêche pour montrer un petit peu l'imbrication. Quand on a réfléchi à comment adresser la pêche, l'aquaculture et le changement climatique comme un tout, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut représenter ces problématiques-là. Et au début, on était parti dans des schémas extrêmement complexes. Et puis finalement, quelqu'un a proposé à un camarade de l'IRD de faire des rouages. Et on a trouvé ça très intéressant parce qu'on voit bien que quand on parle du secteur de la pêche,
tout ça est imbriqué avec les effets du changement climatique, l'érosion de la biodiversité, et que malheureusement, le cercle vicieux dans lequel le secteur se trouve actuellement, quand une des roues bouge, ça fait bouger les autres roues. Puisque la pêche, ça reste aujourd'hui la principale activité humaine néfaste pour la biodiversité marine, selon l'IBES, que la pêche est également émettrice de gaz à effet de serre et d'un certain nombre de pollutions. Le changement climatique, du coup, accéléré par le secteur de la pêche, mais qui lui aussi a des conséquences directes sur le secteur de la pêche, puisque, comme on l'a vu, des conséquences sur la biodiversité marine. Et tout ça, évidemment, a des impacts, comme on le disait, sur les sociétés humaines. Donc voilà, ça c'était un petit exemple que j'ai voulu montrer pour qu'on voit bien l'imbrication de ces différents sujets et l'importance, encore une fois, d'adresser les différentes synergies de ces sujets pour pouvoir avancer sur les sujets océans, climat, biodiversité de manière globale. Et ça nous mène du coup progressivement à rentrer dans les sujets un peu plus politiques. Donc comme on l'a vu, l'océan, ça touche à de nombreux sujets. Et comme vous le savez peut-être, l'océan, au niveau de sa gouvernance internationale, c'est un sujet qui est très fragmenté. Ça couvre 70% de la planète, mais la gestion de l'océan s'est dispersée entre de multiples organisations, traités, juridictions, qui vont à chaque fois aborder un petit sujet de l'océan, mais on n'a pas de cadre international qui traite de l'océan, on va dire, sous toutes ses coutures. Ça pose évidemment des vraies questions quand on voit que, encore une fois, l'océan couvre 2 tiers de la planète. Donc, comment est-ce qu'on fait à l'échelle internationale avec cette gouvernance très éclatée pour avancer de consort, sachant que ces différentes, encore une fois, organisations, traités, juridictions ont chacun leur propre fonctionnement, leur propre timeline. Donc, tout ça est quand même relativement complexe. En plus de ça, chaque pays reste responsable, enfin chaque pays ayant un littoral reste responsable de la gestion de sa zone économique exclusive, qui relève du coup du droit national et sur lequel, a priori, les autres États n'ont pas vraiment de droit d'ingérence. Donc, on a des États qui vont gérer eux-mêmes leur côte et leur zone économique exclusive. On a 60% de l'océan, donc la haute mer, qui se situe en dehors des juridictions nationales. Et on a en plus de ça une multitude d'accords et d'organisations qui régissent l'océan. Le droit de la mer, l'OMC pour les questions commerciales, l'OMI pour les questions de transport maritime, et progressivement également, dans le cadre des conventions climat et biodiversité dans lesquelles nous on participe au sein de la plateforme Océan et Climat, les enjeux océan-climat à la convention climat et océan-biodiversité à la biodiversité. Tout cette myriade de problématiques ont fait que, au moment de l'adoption de l'agenda 2030 en 2015, la communauté océan s'est aussi unie pour voir comment est-ce que ce nouveau cadre très synergique avec ces 17 objectifs de développement durable pouvait aussi contribuer à faire en sorte de visibiliser ces enjeux-là. Des discussions que j'ai pu avoir avec certains collègues et des personnes qui sont dans le milieu depuis plus longtemps que moi, à la base, il ne devait même pas y avoir d'objectifs de développement durable consacrés à l'océan. Là encore, c'est la communauté qui s'est mobilisée en disant il faut absolument qu'on ait un objectif dédié à l'océan parce que dans ce cadre des ODD, il faut que l'océan ait sa visibilité et qu'on puisse à la fois adresser la biodiversité terrestre mais aussi marine puisqu'il y a des enjeux qui sont quand même spécifiques. Et dans ce cadre-là, évidemment, il fallait trouver des moyens pour améliorer, renforcer la coopération internationale autour de ces sujets-là. Et du coup, l'ODD 14, ça permet de faciliter ces choses-là, bien que on sait bien que l'agenda 2030 reste un cadre qui est non contraignant, mais qui est là pour accompagner l'action. Et du coup, voilà, après toutes ces discussions, les Nations Unies ont décidé d'avoir une conférence des Nations Unies dédiée au sujet océan, ce qui n'est pas le cas pour tous les objectifs de développement durable, mais ce qui permet en tout cas de venir un petit peu, pas forcément rééquilibrer, mais d'avoir un forum qui est vraiment uniquement dédié à l'océan et dans lequel on puisse parler de toutes les facettes de l'océan. C'est le cas pour tous les ODD, hein, évidemment, tous les ODD sont imbriqués entre eux, chaque ODD contribue à l'atteinte des autres ODD, mais voilà, j'ai voulu illustrer un peu le cas de l'océan ici. Donc,
vous voyez peut-être pas très très bien sur ce sujet-là, mais atteindre l'objectif de développement durable numéro 14 et globalement réussir à avancer sur tous ces sujets que comporte l'océan, c'est forcément avancer sur tout un tas d'autres sujets. Par exemple, l'ODD 2 sur la sécurité alimentaire, comme on le disait, avoir une biodiversité marine florissante et une pêche plus durable, ça permet d'assurer la sécurité alimentaire de tout un tas de personnes sur la planète. L'ODD 3 sur la santé, on l'a abordé, tout le potentiel des écosystèmes marins pour la recherche médicale est évidemment très important. L'ODD 7 dédié à l'énergie et aux énergies notamment décarbonées, très lié avec le développement des énergies marines renouvelables. Évidemment, l'ODD 13 sur la lutte contre le changement climatique, comme on l'a vu. Je vous présente aussi là, dans cette slide, l'ODD 8 sur le travail décent. C'est quelque chose qui ne paraît pas forcément évident, mais aujourd'hui, la pêche, notamment dans certains pays comme la Chine, présente des cadres de travail qui sont assez terrifiants. Et du coup, faire avancer le secteur de la pêche vers un fonctionnement plus juste et plus durable, c'est aussi avancer sur ces sujets-là. Et on mentionnera aussi quand même la paix mondiale et les partenariats internationaux, parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux évidemment de bien-être, des enjeux sécuritaires qui font qu'avoir un océan résilient, une coopération internationale sur ces sujets, ça facilite évidemment l'atteinte de ces objectifs-là également. Et maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc on a eu 2 précédentes conférences des Nations Unies sur l'océan. Une première en 2017, une seconde en 2022. Ces premières éditions, elles ont permis du coup de mettre l'océan sur le devant de la scène. Elles ont permis à la communauté océan d'avoir un endroit où se retrouver, où échanger. Mais c'est vrai que le cadre des conférences des Nations Unies pour les personnes qui travaillent au plaidoyer international, et notamment dans le cadre de certaines conventions, c'est un cadre qui est un peu particulier. Parce que, comme je le disais, ça n'est pas relié directement à une convention ou un traité. Donc on est dans un cadre qui est quand même très large, qui permet du coup d'aborder tous les sujets sur l'océan, d'une manière technique ou non, ce qui présente des avantages, mais ce qui présente aussi avec un panel de sujets très très large, certaines frustrations par rapport à la possibilité de la conférence de changer le monde et d'avoir des décisions qui soient contraignantes. J'étais par exemple personnellement à Lisbonne en 2022, puisque en 2022, la deuxième conférence des Nations Unies sur l'océan était organisée par les gouvernements du Portugal et du Kenya. Et ça a été un super moment, on y a appris plein de choses. Mais à la fin de cette conférence, on a eu une liste de 700 engagements, ce qui est très bien, mais avec aucune possibilité de savoir si c'est des engagements qui étaient recyclés par rapport à d'autres forums politiques. Aucune possibilité non plus de savoir si ces engagements allaient être suivis. Ce qui fait qu'il y a eu pas mal de frustration quand même de la communauté océan de se dire mais ça sert à quoi en fait une OC? Je veux dire concrètement, qu'est-ce que ça fait avancer? Et c'est vrai qu'on n'a pas de traité ou de décision contraignante à l'issue des conférences des Nations Unies sur l'océan. Mais ça ne veut pas dire que cette conférence ne peut pas avoir une utilité. Et cette année, on est quand même dans un contexte assez particulier, particulier pour nous en tant que Français, puisque cette année, la France et le Costa Rica sont les 2 pays hôtes et co-organisateurs de la conférence, et que par rapport à l'agenda 2030, on est quasiment à la fin de cet agenda, et que pour le moment, on peut témoigner que les cibles ne sont pas atteintes du tout pour l'ODD 14, et même que c'est l'ODD qui serait le moins financé de tous les objectifs de développement durable. La conférence s'est donné 3 priorités principales. Et la première, qui est quand même très importante, je pense, pour comprendre l'utilité potentielle de l'UNOC, c'est œuvrer à l'aboutissement des processus multilatéraux liés à l'océan. Donc, comme on le disait, on n'aura pas de décision contraignante à l'issue de l'UNOC. Par contre, c'est un forum pour parler de l'ensemble des sujets sur l'océan. Et là, en ce moment, d'un point de vue politique international, les principaux sujets qui ressortent, et du point de vue de la volonté des organisateurs et du point de vue également de certaines consultations qu'on a menées au sein de la société civile et notamment que nous on a mené en tant que plateforme Océan et Climat. Donc on a dans la liste le moratoire dans l'idéal ou la pose de précaution sur l'exploitation minière en eau profonde, qui est un sujet évidemment très important et
sur lequel il faut se mobiliser de manière assez urgente. Je voyais ce matin sur mes réseaux sociaux, donc j'ai pas beaucoup de recul là-dessus, mais qu'il y a des discussions actuellement là à l'autorité internationale des fonds marins et que la principale entreprise qui veut commencer à exploiter les fonds marins veut commencer à le faire là tout de suite à la barbe et au nez du droit international et de toutes les discussions qui sont en train de se faire, et notamment avec un soutien de l'administration Trump. Donc très important de pouvoir mobiliser la communauté internationale autour de ces sujets-là et d'embrigader le plus d'États possible pour freiner, voire limiter, voire interdire ce type de pratique. Un des gros enjeux politiques, c'est la ratification du traité sur la haute mer. Ça fait déjà des années et des années que ce traité est en discussion et aujourd'hui on arrive au stade où il faut 60 ratifications de différents États pour faire en sorte que le traité entre en vigueur. Pour le moment, on n'est pas aux 60 ratifications, je crois qu'on a 17 ou 18, mais l'objectif c'est de réussir à avoir ces 60 États qui ratifient le traité, histoire que ce soit officiellement annoncé à UNOC et qu'on puisse enfin avoir des règles communes sur la gestion de la haute mer, sachant qu'aujourd'hui, la haute mer, c'est le Far West. Il n'y a pas de règles, donc chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui ont plus de moyens exploitent le plus, et ceux qui en ont le moins en sont directement impactés. Donc ça fait partie des très gros enjeux, et sur lesquels notamment les organisateurs de l'UNOC et au niveau français sont très impliqués. Donc la machine diplomatique française est très active pour réussir à embrigader les États sur ce sujet. Ça pourrait également être l'occasion d'avancer sur la mise en œuvre d'un traité ambitieux sur le plastique. Ça, c'est un peu une nouveauté des dernières années, d'avoir un traité plastique qui est en train de se dessiner, bien que la première réunion en Corée, pour le moment, était assez décevante, puisque on n'a pas eu vraiment de discussion sur les origines du plastique et sur la manière dont c'est produit, et les discussions se tournent plutôt sur comment est-ce qu'on recycle. L'idée évidemment de l'UNOC, c'est de pouvoir relancer ces discussions et faire en sorte que le semi-échec de la réunion de Corée puisse repartir sur des bases un petit peu plus ambitieuses. Et un des objectifs également, en tout cas que nous, on poursuit au sein de la plateforme Océan et Climat, c'est que cette conférence permette de faire plus de liens entre les discussions internationales sur le climat et la biodiversité, et voir comment est-ce que l'océan peut aussi faire le pont entre les stratégies nationales liées à ces deux différentes conventions, et comment est-ce qu'on rapproche en fait ces deux conventions climat-biodiversité qui sont aussi des conventions jumelles. Elles ont été créées en même temps à Rio, elles ont la même structure, donc on devrait pouvoir faire en sorte que les stratégies s'alignent, et l'océan peut être un super vecteur pour le faire. Deuxième grande priorité de cette conférence, c'est évidemment mobiliser les financements. Donc, comme je le disais, l'ODD 14, le moins financé des 17 objectifs de développement durable, encore très peu de fonds à l'international pour avoir des actions directement fléchées sur l'océan. Donc là, l'idée, c'est évidemment de mobiliser tous les secteurs, la philanthropie, le secteur privé, pour faire en sorte d'avoir de l'argent pour pouvoir agir, investir dans la durabilité de l'océan et protéger également. Et un enjeu aussi quand même scientifique, cette conférence, c'est aussi une manière de renforcer les connaissances, de les diffuser, de faire en sorte qu'on parle d'océan un peu partout, au sein de la conférence, avant, après, et que différents acteurs qui travaillent sur le sujet puissent aussi s'approprier ces sujets, prendre la parole pour qu'on puisse comprendre l'ampleur des enjeux. Au niveau de la conférence en elle-même, on va avoir deux principaux lieux, même si la ville de Nice tout entière sera habitée par l'océan pendant la période de la conférence. Donc la zone bleue, qui est en fait la zone politique, où vont se passer les principales discussions. On parle de négociations, mais voilà, c'est des négociations, mais encore une fois, pas dans un cadre similaire à celui qu'on peut avoir pour la Convention climat ou biodiversité, puisque c'est plutôt des négociations et des discussions qui vont être liées à la déclaration finale qui va sortir au niveau de UNOC. Mais voilà, cette zone bleue, c'est là qu'on va retrouver les chefs d'État, les délégations, et qu'on va pouvoir faire avancer un petit peu les sujets que je mentionnais précédemment. La zone bleue, ça sera aussi le lieu d'accueil des 10 Ocean Action Panel, qui sont en fait 10
panels thématiques qui ont été votés au niveau des Nations Unies pour cadrer un petit peu les sujets de cette conférence et qui sont voilà, des sujets thématiques qui regroupent un peu l'ensemble des sujets qu'on a pu voir là depuis le début de mon intervention. Et ça va permettre du coup d'avoir des lieux spécifiques pour aborder tous ces sujets-là et trouver des manières d'avancer dessus, que ce soit en termes d'enjeux politiques, d'enjeux scientifiques. Au niveau de la zone verte, qui s'appelle la baleine, voilà, c'est en fait dans le palais des expositions, mais qui a apparemment une espèce de structure un peu arrondie et qui a fait penser à une baleine aux organisateurs. Ils ont décidé d'appeler ça comme ça. Cette zone-là sera ouverte au public du 2 au 13 juin, et là c'est vraiment la zone de la société civile et du grand public. Donc on a un côté très politique auquel on peut accéder uniquement avec une accréditation des Nations Unies, et ensuite une zone très ouverte où là, tout public peut y assister, et qui va là être vraiment le lieu de vie des ONG, des associations, des acteurs de la société civile de manière très large pour présenter tout un tas d'événements, d'activités, d'expositions, d'ateliers avec le grand public, et qui sera là du coup construit autour de pavillons thématiques comme dans les grandes conférences internationales. Et l'objectif principal, ce sera évidemment d'inspirer, que ce soit dans la connaissance de l'océan, dans l'envie d'agir, et aussi dans toutes les beautés que l'océan peut nous offrir. Et au niveau de la conférence au global, elle est un peu particulière cette année, puisque les organisateurs, donc la conférence en tant que telle, en tant que sommet politique, ça sera du 9 au 13 juin à Nice, mais les organisateurs ont souhaité mettre en avant 3 sujets dans le cadre d'événements spéciaux qui vont se tenir en amont de la conférence. Donc Congress, qui est organisé, porté par l'IFREMER et le CNRS. Ça sera 3 jours de conférences scientifiques où toute la communauté internationale scientifique travaillant sur les enjeux océans sera invitée à se réunir, où il y aura énormément de discussions, de conférences qui seront organisées, et l'idée c'est que les discussions de cette conférence scientifique viennent directement alimenter ensuite le reste de la conférence à un niveau politique. Donc ça va être un événement important pour pouvoir faire le point sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur les priorités de recherche, et qui donnera également, on espère, je veux dire, des idées et qui pourra motiver les investissements pour soutenir la recherche en lien avec l'océan. Le deuxième événement spécial, et là la plateforme est directement impliquée dans celui-ci, c'est la Ocean Rise and Coastal Resilience Summit. C'est un sommet entièrement dédié aux enjeux de résilience côtière. C'est un sujet qui a été porté directement par la plateforme Océan et Climat, et qui vient en fait d'un projet qu'on a lancé il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle le projet Cities, et qui vise en fait initialement la base de nos discussions au sein de la plateforme, c'est de parler de l'élévation du niveau de la mer et de se rendre compte que personne n'est vraiment au courant de ce phénomène, qu'on en parle peu, et que quand on en parle relativement mal, parce que c'est vraiment construit sous le prisme de la panique, ce qui est normal parce que c'est un phénomène qui est irréversible et qui a des impacts sur de nombreuses populations. Mais quand on a commencé à regarder un peu dans les différentes conférences internationales, on s'est rendu compte qu'il n'y avait nulle part un endroit où on parlait spécifiquement de ça, qu'il n'y avait pas de fonds dédié à la datation des villes côtières, et que les villes actuellement sont démunies face à ce sujet. Du coup, on a lancé ce projet il y a 5 ans, en commençant par un état de l'art de la littérature scientifique pour voir qu'est-ce qui est mis en œuvre, qu'est-ce qu'on connaît des solutions d'adaptation et du phénomène de l'élévation du niveau de la mer. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille rencontrer les acteurs locaux dans 6 régions différentes du monde, les maires, les scientifiques, les ONG, les entreprises qui ont des infrastructures sur le littoral, pour voir comment est-ce qu'eux abordaient le sujet, est-ce qu'ils avaient des freins à l'action, est-ce qu'il y avait justement des leviers d'action. Et puis au bout de 5 ans de travail, on s'est dit qu'il fallait absolument que cette conférence des Nations Unies, comme on avait la chance qu'elle soit en France, pays qui est directement touché par ces problématiques, il fallait que cette conférence soit le lieu pour qu'on parle enfin spécifiquement de ces enjeux. Et du coup, ça fait partie de notre travail de plaidoyer de convaincre la France et le Costa Rica d'organiser un événement spécial sur le sujet. Et du coup, ça sera un événement qui réunira des maires du monde entier. C'est co-organisé avec la ville de Nice, et l'objectif sera de lancer une coalition internationale pour enfin mobiliser les maires sur le sujet, faire de partage de connaissances et mobiliser des fonds, surtout, pour
pour pouvoir aider les villes à commencer à s'adapter et parfois même à relocaliser. Et le dernier événement spécial, c'est le Blue Economy and Finance Forum. Donc, évidemment, l'argent, ça reste le nerf de la guerre pour toutes ces questions-là. Donc, les organisateurs ont voulu réunir les acteurs de la finance, des grandes entreprises, de la philanthropie, pour avoir des discussions sur qu'est-ce que c'est que l'économie bleue, comment est-ce qu'on mobilise les fonds pour faire en sorte d'aller vers une économie bleue durable, comment est-ce qu'on embrigade aussi les secteurs privés et industriels dans tous ces enjeux-là et faire en sorte que ce ne soit pas non plus qu'un sujet d'ONG, de scientifiques et de politiques. Il faut absolument embrigader ce monde-là également dans l'action. Donc voilà, là vous avez une visibilité un peu globale sur l'ensemble des éléments de cette conférence qui va être très riche et qui va mobiliser beaucoup de monde. Je ne sais pas exactement combien de personnes sont attendues, mais on va être nombreux. Et je finirai ma présentation avec ça. On le sait, c'est la France qui est un pays organisateur. C'est une opportunité d'avoir le deuxième territoire maritime mondial qui porte ce type de conférence-là. Mais c'est aussi une responsabilité qui est particulière, du coup, pour notre pays. La France a un lien très étroit avec l'océan, de par son histoire, de par la typologie de la France métropolitaine, de par nos outre-mer qui font que c'est grâce à nos outre-mer qu'on a le deuxième territoire maritime mondial. On a tous, à notre échelle, je pense, un lien avec la mer. On a tous eu un parent, un proche, un ancien qui a travaillé de près ou de loin avec ces sujets-là. Et la France est un pays qui se dit leader sur ces sujets-là à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, pour que ce soit le cas et que les autres États suivent et qu'on soit exemplaire, il faut aussi que la France elle agisse par rapport à son propre territoire, car malheureusement, la France est très loin d'être exemplaire sur le sujet. Du coup, on est nombreux du monde associatif à pousser la France à rehausser son ambition, de par cette responsabilité d'organisateur, mais aussi parce que dans les temps complexes que nous vivons, il faut avoir des États qui font preuve d'une réelle ambition et qui ne soient pas que d'une ambition d'affichage. L'un des premiers sujets, et du coup on a parlé un peu avant, hein, c'est les aires marines protégées. Donc dans le cadre notamment de la Convention sur la diversité biologique, on a notre président qui a annoncé il y a plusieurs années avoir déjà atteint les objectifs internationaux en matière d'aires marines protégées, puisqu'on les aurait même dépassés. On a dépassé les 30%, puisqu'on a 33%. La réalité, c'est que la plupart de ces aires marines protégées sont très peu protégées. On y a quasiment tous les usages qui sont permis. Et la France a un petit peu sa propre interprétation de ce que c'est qu'une protection stricte, puisqu'elle ne suit pas ni les standards européens, ni les standards internationaux, et notamment ceux de l'ICN. Donc un des gros sujets sur lesquels on est nombreux à pousser, et d'ailleurs vous avez peut-être vu passer différentes tribunes et communications sur le sujet ces derniers jours, c'est vraiment faire en sorte que la France assure 10% de protection stricte, et une vraie protection stricte dans sa zone économique exclusive, en métropole et dans les Outre-mer, et pas uniquement dans les terres australes et antarctiques françaises où il se passe très peu d'usage, et faire en sorte justement de suivre ces standards internationaux pour qu'on passe d'aires marines d'affichage à des aires marines qui soient vraiment gérées et qui aient vraiment des bénéfices écologiques, puisque c'est l'objectif d'une aire marine protégée. Des gros enjeux également sur la pêche au niveau français, c'est un sujet qui est très complexe, qui génère énormément de tensions. On est aujourd'hui arrivé à un stade où la communication est très compliquée entre le secteur de la pêche d'un côté et de l'autre les scientifiques et les ONG, et où on attend vraiment de l'État qu'il permette au dialogue d'être rétabli, de permettre de former aussi le secteur de la pêche sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, les scientifiques et les ONG, elles n'ont aucun bénéfice à dire que la pêche est dans une situation qui est compliquée. Je veux dire, ça reste des sujets d'intérêt général, et du coup, c'est très important que l'État se positionne là-dessus, et surtout que l'État accompagne la transition du secteur, puisque on sait que là, le secteur est quand même avec l'épuisement progressif de la ressource, des ressources halieutiques et certaines pratiques destructrices, c'est un secteur qui va mal et qui ne va pas aller mieux tant qu'on n'accompagne pas vers une transition qui est plus durable.
Et les AMP font notamment partie des outils qu'il faut mettre en place et qu'il faut arrêter de présenter comme des outils qui sont anti-pêche, puisque c'est des outils qui sont là pour permettre à la biodiversité de se régénérer et du coup aux pêcheurs de continuer de pêcher. Et le dernier point, toujours les enjeux budgétaires. Il faut plus de financement pour l'océan, y compris à l'échelle française. Et les enjeux environnementaux, même de manière globale, doivent arrêter de devenir des variables d'ajustement face aux différentes crises qu'on peut traverser. Donc voilà, ça fait partie aussi des demandes qu'on formule clairement auprès du gouvernement français. Et on espère vraiment que le fait que la France soit exposée et organisateur de cette conférence va permettre de prendre de vrais engagements sur l'ensemble de ces sujets. Et voilà, c'est tout pour moi. Bon, ben merci Anaïs. Bon, vous l'avez tous compris, l'océan c'est indivisible, tout est dans tout, donc c'est très très compliqué de faire un exposé comme celui qu'on a eu là qui clarifie quand même pas mal de choses. Donc merci et bravo.